Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast de la Cabale Sciences de la Vie. Avec nous, Victor, Bonjour. Bernadette, Bonjour. Aline, Bonjour. Mel Bonjour. et moi-même, Noga. Et le sujet de notre podcast aujourd'hui sera un monde sans avenir. Avant la pandémie, nous avions tout ou presque, ou du moins, c'était à portée de main. Certes, nous savions que ce n'était pas idéal, mais nous regardions de loin les dysfonctionnements, la violence et les souffrances de notre monde. Même si de grandes organisations ont toujours lutté activement pour améliorer la condition humaine, animale et environnementale, ce monde continue néanmoins à partir à la dérive. Nous constatons que depuis un an, la réalité a changé. Nous passons de confinement en confinement et l'avenir semble plus qu'incertain. Alors, comment faire face à cet avenir qui se dessine sous nos yeux? Va-t-on s'adapter, faire preuve de résilience ou accepter avec fatalisme les événements que nous réserve le futur? La société de demain se concentrera-t-elle uniquement sur les besoins essentiels et si oui, lesquels? Les besoins essentiels, c'est les besoins qui sont vitaux. Les besoins pour qu'on puisse survivre. C'est manger, se nourrir, respirer de l'air, nourrir le corps, entretenir le corps, notre corps, pour qu'il vive, qu'il survive, qu'il soit en bonne santé, comme on le dit. Et c'est vrai que là, la pandémie, on n'est pas en bonne santé. C'est notre santé qui est attaquée. Mais on a vu que notre corps aussi, il n'a pas besoin que de ça, il a besoin aussi ce qu'on appelle des désirs, des divertissements, des choses en plus, pour l'entretenir aussi. Ça fait partie de la bonne santé du corps. On a un esprit aussi, on n'est pas qu'un corps. On pense, il paraît. Et donc on a un esprit, il faut nourrir cet esprit, il faut le divertir. Alors on a plein de choses qui nous divertissent, les restaurants, les cinémas, les théâtres, les voyages, et on n'a plus ça. On est malheureux. Bon, on a encore à manger, ça va. Notre corps, bon, il n'est pas en bonne santé. Voilà notre monde aujourd'hui. Beaucoup de souffrance. On n'a plus de perspective, on marche à l'aveugle, on ne sait pas où on va. Donc c'est une souffrance supplémentaire. Pour compléter, c'est plutôt sur la question des besoins essentiels, qui est une question qui est venue avec cette histoire de confinement, de déconfinement et avec la question des commerces essentiels, puisque c'était qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Alors on a laissé ouvert les commerces pour se nourrir. Alors après il y a eu des discussions sur est-ce qu'on laisse des magasins, je vais pas citer de nom, de culture ouverte, c'est-à-dire vous pouvez aller acheter des livres, pas de livres, et où et comment, et ainsi de suite. Mais on a vu aussi que dans cette question d'essentiel n'a pas forcément été pris en compte l'état moral des gens. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut s'enfermer parce qu'il y a un virus, il faut continuer à pouvoir se nourrir, et puis c'était à peu près tout, à laisser 1 heure d'activité physique par jour. Moi, ça m'a un peu alarmée en voyant l'état psychique des gens et des jeunes qui vont tout doucement vers une dépression en n'étant pas en lien les uns avec les autres. Ce qui, quand même, soulève cette question de c'est quoi l'essentiel pour des êtres humains? Est-ce que c'est juste se nourrir comme des animaux et puis aller faire un petit jogging par jour? Ou est-ce que ça va au-delà et on s'intéresse à ce qu'on fait les uns avec les autres? Pour continuer sur ce qu'a dit Aline, eh bien, l'activité de certains n'était peut-être pas essentielle au sens où elle n'amenait pas la vie, elle n'était pas essentielle à la vie immédiate, manger, se vêtir, etc. Mais c'était quand même le travail de ces gens. Ça leur permettait de s'assurer un revenu. Et ces fermetures-là, ça met en péril ce qui est essentiel pour eux, c'est-à-dire leur source de revenus. Donc, même si ce qui est vendu n'est pas essentiel en soi, c'était essentiel pour eux dans leur vie. Voilà, il y a comme quelque chose comme ça, comme un système qui s'entretient. Comme a dit Aline, est-ce qu'on n'interroge pas plus un modèle de société en fait, notre société, comment elle est organisée dans son ensemble?
Je pense que il y a une détérioration progressive de la part de ceux qui dirigent le monde sur ce que devaient être nos besoins essentiels. Je pense que petit à petit, ce besoin essentiel a été abîmé, dévoyé par le profit que les autres, les dirigeants entre guillemets pouvaient en retirer. Et je pense que petit à petit, ils ont conduit le troupeau que finalement nous avons accepté de devenir vers des besoins essentiels qui ne l'étaient pas, à savoir acheter très vite un nouveau réfrigérateur ou un nouvel aspirateur ou la nouvelle bagnole qui vient de sortir, et que toutes ces choses-là nous assureraient le bonheur. Voilà. Donc on en est arrivé véritablement à une société de surconsommation de choses inutiles qui sont définies pour nous partout dans les publicités, dans les écrans, sur les écrans partout, comme des besoins essentiels. C'est sûr que la publicité a encouragé ce phénomène et nous a pervertis, parce qu'en principe, la nature fait qu'on devrait savoir plus ou moins ce qui nous est essentiel. Certes, la nourriture, mais après, ils nous ont proposé de la consommation des aliments dont on n'avait pas besoin, avec des variantes et des sous-variantes. On rentre dans les supermarchés, on a des rayons, c'est sur 2 étages, c'est incroyable. Et c'est vrai que la notion d'essentiel a perdu, le sens de l'essentiel a été perdu. Cette pandémie, donc justement, elle nous a enfermés chez nous, elle nous a permis de reconsidérer certaines choses. Alors certes, on entend que les étudiants n'arrivent pas à se nourrir, qu'ils font la queue au Resto du Cœur, que vraiment il y a des problèmes de pauvreté, on va dire. Et c'est tout un système qui, en fait, alourdit déjà cette détresse mentale d'être enfermé. Donc, si j'ai pas à manger et en plus je suis seule et enfermée, je peux pas voir mes amis, ou je suis restreinte, j'ai certains horaires, couvre-feu. C'est sûr que tout ça, on est dans une spirale que on ne sait pas comment on va en voir la fin ou comment en sortir. Moi, je pense que notre nature, on est des êtres sociaux. Déjà qu'on parlait des désirs, on a besoin des autres. Pourquoi on a besoin des autres? Pour se reproduire déjà. Il faut qu'on se reproduise. On fait partie de la nature. On a créé cette société, effectivement, aujourd'hui qu'on a. La société dont vous parlez, moi, j'entends la société qu'il y avait avant le Covid. C'est la société qu'on languit d'ailleurs. On veut revenir à cette société. Mais moi, de souvenir, ça fait pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait qu'un an qu'on a ce Covid. On languit cette société-là, qu'on dit on veut revenir comme avant. Mais quand on y était, on disait ouais, c'est nul. Et c'est vrai qu'elle n'était pas parfaite, cette société qu'on vivait avant. Tout le monde n'avait pas à manger. Il y avait des guerres, il y avait de la haine, il y avait de la barbarie. Ce n'était pas un monde parfait. Je ne me rappelle pas d'avoir vécu dans un monde parfait, mais un monde où on pouvait se divertir, disons. Il faut se divertir, donc on pouvait se divertir. Et puis maintenant, on nous enlève tous ces divertissements, et puis d'un coup, ça nous renvoie sur nous-mêmes, et on voit qu'on n'est rien. C'est le vide total, l'ennui. C'est terrible, l'ennui, parce qu'on se retrouve avec nous-mêmes. Donc, tous ces jouets-là qu'on nous a donnés, des faux plaisirs, des faux bonheurs, on voit qu'on nous enlève tout ça, on n'est rien. Et c'est peut-être le temps de se poser des questions. Ce monde d'avant, là, qu'on languit, qu'on a envie de nous jouer, qu'on nous donne nos jouets pour s'amuser et pour nous divertir, notre esprit, parce qu'on s'ennuie, tout simplement. On n'a pas d'autres jouets, on n'a pas d'autres occupations. C'est triste. Moi, je suis triste. Je suis vraiment triste et moi, je me pose la question, sur moi-même d'ailleurs, moi aussi, je m'ennuie aussi, hein, comme tous les autres. Et pourtant, j'ai plein de jouets, j'ai plein de jouets, je suis musicien, et j'ai pas envie. Ce qui me manque, c'est pas mes jouets, c'est l'envie. Qu'est-ce qui va nous... Et puis demain, on veut ce même monde, on veut revenir à ce même monde-là, imparfait, où on pourra peut-être c'est le moment de réfléchir, je sais pas, et de se dire, tiens, puisqu'on a une halte, un stop, qu'on va faire restart, il faudra restarter peut-être différemment, je sais pas tout casser, mais restarter peut-être dans la direction, je sais pas. Voilà ça. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse là pour est-ce que c'est possible? C'est une utopie. C'est un petit peu la question qui se pose, c'est est-ce que l'avenir de ce monde, c'est de revenir à ce qu'il y avait avant? Alors,
d'une part, on se questionne quand même sur le fait que qu'est-ce qui nous a conduit à ce virus? Est-ce que c'est des déséquilibres? Et donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut vraiment réviser notre copie sur ce qui se passait avant, au niveau de la nature, de l'environnement, la pollution, peut-être arrêter de manger des trucs qui nous contaminent. Enfin, c'est toutes les questions qui peuvent se poser. Et puis, la crainte d'un nouvel avenir, c'est qu'il faut l'inventer, il faut le créer. Qu'est-ce qu'on va avoir si on n'a pas ce qu'on avait avant, mais on veut pas ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? C'est aussi toutes les questions qui se posent et à nos sociétés, et à nos gouvernants, parce que je pense que c'est aussi des questions qui préoccupent les dirigeants et qui sont en difficulté aujourd'hui. On voit bien qu'il y a quand même beaucoup de déséquilibres, beaucoup d'instabilité au niveau politique dans le monde, et qu'on cherche de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui puisse nous permettre de fonctionner mieux, d'être moins déséquilibré? Tout ça, ça montre bien qu'on a besoin d'un idéal partagé. Que ça fait partie des besoins essentiels, c'est d'avoir dans notre société quelque chose qui nous unit, qui nous rassemble, des valeurs, une conception de la vie, voilà, qui unit tout le monde. Donc ce besoin de valeur partagée, il a besoin d'être réinventé peut-être. On vivait dans une société de consommation où pouvoir acheter le dernier téléphone à la mode, ça suffisait à notre bonheur, ça nous faisait notre accomplissement. Et là, visiblement, voilà, tout ça s'arrête et nécessite de se poser la question, est-ce qu'on a envie de revenir à ce modèle ou est-ce qu'on veut réinventer quelque chose de nouveau, une nouvelle société? Et en tout cas, voilà, c'est cette nécessité d'avoir des choses communes partagées entre nous qui nous unissent. Et ça, c'est un besoin, je pense, essentiel dans les sociétés humaines. Je suis d'accord avec toi, Mélika, mais ce qui nous unit, on a besoin d'être unis parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de manger, donc on a besoin d'agriculteurs. Chacun a un rôle. Il faut être utile dans cette société pour les autres. Mais unis, comment unis? Le problème, c'est les relations. L'union entre les êtres humains, c'est à travers des relations. Tout est là. Et ces relations entre nous, elles sont pas parfaites. Elles sont pas complètement non plus. On a évolué. On a la peine de mort. Il y a des pays où ça existe encore, mais on a évolué. On est moins barbare, disons, qu'au Moyen Âge. On a fait des codes pénals, de la justice. On a fait quand même des choses. Mais malgré tout ça qu'on a fait, il y a encore des gens qui meurent de faim ou de froid. Ou est-ce que je sais, moi, tous les ans, on annonce tant de personnes sont mortes de froid, c'est inadmissible. Comment on peut aujourd'hui, avec tout ce qu'on a fait, il manque quelque chose, on n'a pas fini, il faut continuer. Il faut continuer justement, mais ce qui manque, c'est comme tu as dit, ce projet commun. Moi, j'habite à Paris, je suis en France, je sens pas, je suis pas sensible à ce qui se passe, je sais pas moi, en Argentine. C'est loin de moi. Et pourtant, c'est important pour moi, puisque j'ai besoin des Argentins. Mon café, il vient d'Amérique du Sud. Mon machin, il vient Aujourd'hui, on a besoin de tous. Mais c'est pas parfait. Et c'est les relations entre nous qui, en fin de compte, qui sont imparfaites. Donc, il va falloir refaire un nouveau monde. Oui, on est là pour ça, pour le penser entre nous. On a le droit de rêver. Moi, j'ai le droit de rêver. Je pense qu'on a le droit de rêver à ce nouveau monde qu'on désire. On a le droit de le penser déjà. Comme on étudie tous ensemble aussi la Kabbale, et qu'elle nous parle. Elle nous parle, cette Kabbale. Elle nous dit ce qui est commun entre nous, c'est la Terre, cette boule ronde, magnifique, la nature. On fait partie tous de cette même boule, avec tout ce qu'elle comprend. Minéral, végétal, animal, les animaux, tout, la nature, l'environnement, comme on a parlé, l'environnement aussi, c'est important. Ça fait partie de notre santé. Je crois bien qu'Hippocrate, il a dit le premier des médicaments, c'est la nourriture. C'est important. On vit avec la nature. Mais il y a l'homme et il y a la nature. Il y a nous et la nature. Alors, tu sais, tout ça, ça me rappelle quand il y a eu les conquêtes, les conquistadors, ils sont allés ils ont découvert l'Amérique et ils ont ramené leur façon de vivre européenne, ils l'ont ramené dans l'autre monde et ils ont peut-être découvert un nouveau monde, mais ils ont créé le même monde avec la même sauvagerie. Christophe Colomb, quand il est arrivé en Amérique, il y avait des gens en Amérique, il n'avait rien découvert, il y avait des gens qui habitaient là-bas. Et ils ont été massacrés. Donc, Christophe Colomb n'a rien découvert. Il est venu voler l'or pour le roi d'Espagne, conquérir, comme tu as dit, conquistador. Donc, il n'a rien découvert. Ils étaient là depuis avant.
Avant Christophe Colomb, il y avait des gens, donc on n'a rien découvert. Il y a eu une période de barbares, de cons. Il faut voir, nous aussi, on a conquis, on a tué, on a tiré. Ouais, voilà, c'est pour dire que je veux créer un nouveau monde avec mes anciennes valeurs. Est-ce que ça peut coller? Est-ce qu'il faut pas changer complètement son système et changer de l'intérieur? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, en fait, on parle d'unité, et en ce moment, on voit bien, les gens, ils s'unissent les uns contre les autres. Ça vraiment, ça me cause un souci, et chacun affirme que ses valeurs sont les bonnes, et donc, au lieu d'écouter ou de respecter autrui, ça vient aux dépens d'autrui. Donc, c'est aussi une espèce de domination, de conquête, et on voit bien les divergences, les conflits, c'est même une rupture sociale. Aux États-Unis, c'est flagrant, mais en France aussi, on voit que ça commence à apparaître de plus en plus. On nous parle de séparatisme. Et c'est en fait, on est en train de se monter les uns contre les autres, de s'unir. En fait, l'union fait la force, oui, mais il faut s'unir tous ensemble. Et c'est là le grand défi de notre société de demain, parce que c'est pas qu'un pays, c'est pas que la France, c'est le monde entier. En fait, chacun dans son pays doit s'unir pour après qu'on s'unisse tous ensemble. Donc oui, comme disait Victor, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit de l'imaginer, mais j'aimerais que la Kabbale, on en parle un tout petit peu plus. Et justement, que nous dit la Kabbale à ce propos, comment vivre ensemble, qui est quand même notre seul avenir possible. Je pense qu'il y avait aussi une difficulté qu'il y avait dans notre société, c'était cette uniformisation. C'est-à-dire qu'on ne croit pas, tout le monde avait l'impression de faire le buzz, personne ne fait le buzz, tout est construit sur des mêmes modèles. Quand vous dites, effectivement, ils ont trouvé les mêmes barbares. On se ressemble beaucoup tous, finalement, hein, l'Argentin, le Français, le Russe. On a plein de points communs. On a aussi beaucoup de différences et il ne s'agit pas de dire qu'on est pareil, parce qu'on n'est pas pareil. Et quel intérêt de la rencontre de l'autre si on était pareil? L'intérêt, il est qu'on se rend compte, qu'on dépasse notre différence. Et tout ça, ça demande un vrai travail. Alors, vous connaissez mes batailles qui sont celles de l'éducation, mais quand je vois qu'on a ouvert des lieux cultes, je respecte les croyances de chacun, j'ai pas de problème avec ça, et qu'on dit non, faut pas aller dans le musée. Bon, alors après, c'est vrai qu'on avait eu ces discussions en disant de toute façon, le musée, il était accessible à qui? Finalement, pas à tout le monde. Donc, c'est comment on rend la culture, l'éducation suffisamment importante et accessible au plus grand nombre pour qu'on ait envie de dépasser nos différences, pour qu'on puisse vivre ensemble malgré le fait qu'on soit pas forcément du même milieu, de la même origine, de la même couleur. Je pense que la Kabbale défend ça avant tout, c'est qu'on est des individus reliés les uns avec les autres et que c'est pas une question d'être égal aujourd'hui, c'est comment on dépasse cette différence. Je pense que vous en rajouterez plus sur la question de comment la Kabbale aborde ça. Tu parlais de la culture. La culture, effectivement, c'est l'école, l'éducation. Mais moi, j'ai des enfants hein, et ils ont été à l'école. Mais je vois que cette école-là, elle a du mal à enseigner. Pas parce que les professeurs ne veulent pas. C'est parce que les récepteurs, les enfants, ne s'intéressent pas. Ça leur parle pas. Ça leur parle pas. Ils s'en fichent de ce qui s'est passé en 1515. Ils s'en fichent de ce qui s'est passé à la machin. Ils écoutent parce que c'est bon, mais ça leur parle pas. Ça leur parle pas et c'est difficile d'enseigner. Par contre, ces mêmes jeunes là, ils sont bombardés de médias, de tous ces divertissements là qu'on a dit, qui est la nouvelle culture d'ailleurs, qui est une culture sans culture, une culture de vide. D'ailleurs, c'est pour ça que maintenant on n'a plus ça. Ils ont plus ça. Il y a plus de matchs de football, il y a plus de machin. Les gens souffrent, ils deviennent fous. Et c'est ça la culture. C'est d'être dans un stade à crier comme des malades. J'adore le sport. L'effort gratuit, il faut pas être payé. Le sport, c'est important pour notre santé d'ailleurs. Il faut se mouvoir pour faire circuler le sang. C'est bon. Bon, là, je t'arrête, Victor, parce que moi, je suis une fan de sport et j'aime regarder les matchs à la télé, à défaut de pouvoir y aller. Mais par contre, je confirme cette histoire de vide. C'est les jeunes, comme ils s'ennuient, ils font je vais citer TikTok, où ils font des vidéos débiles, des défis débiles. On est arrivé à un voyeurisme excessif et même à qu'on appelle ça des commérages, du gossip, comme on dit. Et c'est ça, en fait, la culture. Donc, où sont passés nos musées? Où sont passés nos livres? Comme tu disais, ils sont pas intéressés à l'école d'apprendre Molière. De lire tout court. De lire, tout simplement, même sur un ordinateur. Je veux dire,
Ou ce qu'ils font alors, ils vont sur Internet, ils cherchent un résumé de leur bouquin, ils copient-collent et puis ils mettent ça dans leur... Il n'y a plus d'effort non plus intellectuel, de réflexion. Et c'est ça la décadence de notre société. Donc, ce que dit la Kabbale, justement, c'est d'abord se connaître soi-même, connaître qui on est, notre nature, et puis surtout réfléchir. Donc, s'il y a un changement qui doit avoir à faire, c'est réfléchir à quel changement et comment moi je contribue à ce changement. Est-ce que je peux être actif ou suivre la masse ou accepter et réfléchir, surtout avoir une opinion, ça n'a jamais fait de mal à personne. Par contre, réfléchir, oui, c'est fatigant. Là, j'avoue, il y a beaucoup de gens qui préfèrent renoncer et suivre gentiment ce qui se passe. Mais à l'école, moi, en tant qu'étudiant de Kabbale, je me mets du côté des professeurs plutôt. Et j'ai beaucoup de peine pour eux, parce que si j'étais à leur place, je comprends le mal qu'ils ont enseigné avec des jeunes, justement, qui font, comme tu as dit, je sais pas, TikTok ou je sais pas quoi, et qui viennent en classe. Et moi, je dois leur enseigner des choses qui les intéressent pas. C'est terrible. Et que je le fais, et que on perd notre temps. Et malheureusement, ces jeunes-là sont nos enfants, sont le monde de demain. Pour moi, je suis le monde d'avant. C'est parti, je vais partir. Mais moi, ce qui m'apporte, c'est pas moi, c'est les enfants, le monde de demain. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi? Moi, en tant que parent, je me suis dit, la seule chose que je peux faire, c'est ce que fait pas l'école, ben, je vais essayer de le faire moi. Mais même, je vois que moi, c'est difficile parce que l'environnement et les jeunes ne pensent plus, ils savent plus écrire, ils savent plus penser, ils ont plus l'esprit critique. Et si on veut un nouveau monde, il va falloir des nouveaux jeunes parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qui se passe? On est en train de créer des jeunes qui sont de plus en plus vides. Et donc, on aura une génération demain de jeunes qui vont se nourrir ou se divertir de choses vraiment éphémères. Moi, j'ai entendu une étude que le QI de l'être humain baissait. Donc, on devient moins intelligent. Tu veux un article comme ça m'a interpellé. C'était, on devient moins intelligent. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Eh ben oui, on devient moins. Et à cause de ça. Alors moi, j'en veux aussi un peu pas aux intellectuels, mais il y a eu une époque, par exemple, en France, c'était l'époque des Lumières. Il y avait des grands penseurs, une belle époque où il y avait tout ça. Et ça, c'est fini, c'est mort, ça n'existe plus, ça. On peut plus penser, on peut plus. Je pense que c'est un de nos rôles aussi de réveiller justement cette pensée. Oui, je disais, Victor, je suis désolée, on continue à penser, il continue à y avoir des penseurs. Simplement, ils sont relégués sur des chaînes à la télévision, par exemple, où il est tard et où les gens ne sont pas intéressés d'aller. Je ne peux pas penser que tu puisses en vouloir aux intellectuels. Les intellectuels, on leur donne la parole ou on ne leur donne pas. Ce qui se passe, c'est le système économique mondial qui tient les rênes de tout. Et c'est vraiment la finance, c'est vraiment l'argent qui pèse même sur la culture. Voilà. Regarde en ce moment ce qui se passe rien qu'en France, dans mon pays. On peut aller acheter des fringues ou ce que tu veux dans des supermarchés où on se côtoie avec les masques, alors qu'on ne peut pas aller dans un cinéma ou dans un théâtre ou à un concert où on pourrait très bien être éloigné d'un siège tous avec un masque. Les dirigeants des théâtres, des cinémas et des salles de concert savent aussi bien désinfecter que dans les supermarchés, et il y a une mainmise absolue sur la culture actuellement, ne serait-ce que ça. Donc, et ça, il faudrait en connaître la cause. Voilà, je pense que la culture fait peut-être peur parce qu'elle libère les gens, elle les rend sensibles, intelligents. Tu disais tout à l'heure que le QI est en baisse, et moi je me suis laissé dire il y a quelque temps que le QI c'était pas ce qui était important, parce que en fait actuellement le QI il est plutôt calculé sur la mémoire, sur les choses qu'on a emmagasinées. Et j'avais entendu dire que ce qui était important actuellement c'était le QE, à savoir le quotient émotionnel. Voilà, bon, j'ai fait une petite parenthèse. Je vous en prie, continuez, les amis. C'était juste pour dire que je crains le pouvoir de l'argent.
Voilà. Et que si on veut véritablement changer, je pense qu'il faut commencer par se changer soi-même, tout petit, tout petit, tout petit, chaque jour comme ça, dans son propre cœur, et que cela va finir par faire tache d'huile. Tu disais aussi qu'il faudrait de nouveaux jeunes. Ils arrivent, les jeunes. Ils sont là. Et je pense qu'après les tourments qu'on va vivre tous ensemble, eh bien, un sentiment d'unité, de rapport à l'autre changeant, d'une entraide, d'un besoin de sourire parce qu'on aura été privé de la présence des autres, va peut-être surgir. Voilà, je pense qu'il faut faire confiance au temps. Pour continuer ce que disait Bernadette, il est vrai que le changement, il vient de l'intérieur. Et chacun doit prendre conscience, déjà être dans une société où on n'attend plus du collectif, mais qu'on soit aussi conscient que le changement, il est au niveau, à l'échelle individuelle de chacun. Et que si on veut une société nouvelle, il faut que ce soit nous, à l'intérieur, qui changeons et qu'on ne l'attende pas de l'extérieur. Et aussi avoir en priorité cette notion de l'intérêt collectif et pas de l'intérêt individuel, puisqu'on vit quand même aujourd'hui dans une société individualiste où on nous amène aujourd'hui, ben voilà, si j'ai mon confort, occupe-toi d'abord d'avoir ton confort, d'organiser ta vie, à la limite aussi celle de ta famille autour de toi, réalise-toi, mais pas dans un bain collectif. Voilà, l'individu doit d'abord, il poursuit une course personnelle et après il se retourne autour de lui, il voit qu'il y a d'autres personnes qui ont aussi une même trajectoire et puis j'espère que cette personne ne va pas s'insérer dans mon couloir de course et sinon je l'éjecterai. Et voilà, et d'avoir déjà cette notion globale d'un intérêt commun qui est supérieur à l'intérêt individuel, c'est ça certainement qui manque aussi dans notre société. Ouais, enfin, tu parlais de la question. Moi, je suis pas tellement plus. Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience sur la question que l'économie arrive à bout de souffle dans sa gestion des sociétés. C'est-à-dire que on entend quand même dans beaucoup d'endroits d'émissions ces questions-là. Alors évidemment, des émissions on s'intéresse à autre chose que soi-même, mais je pense qu'il y a aussi ça. C'est comment on va se tourner vers les autres et un peu se soucier de ce qui se passe ailleurs et pas moi et mon petit confort. Et la question de l'économie qui est une grande question parce que c'est ce qui gère nos sociétés. Je crois qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'on vit aussi dans une société excessive sur le moi. Quand vous dites je me filme sur TikTok, il y a cette question de l'ego qui est abordée beaucoup aussi dans la Kabbale où ça nous pose problème. C'est-à-dire comment on dépasse mon moi qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler et que tout se passe comme moi j'ai envie et pas l'autre. Alors c'est difficile à 7 milliards. Si chacun veut que ça se passe que comme lui il veut, et ben voilà où on en est. C'est quand même difficile. Et je rejoins pas Victor sur la question de ces jeunes. Je pense que ces jeunes ils sont éduqués et que on peut s'éduquer, on peut s'améliorer évidemment chaque jour et qu'on peut se tourner vers autre chose que nos petites personnes. Mais moi j'ai de l'espoir tout en sachant que ça sera difficile parce que je pense qu'il y a un gros boulot, qu'on a été trop loin et que c'est pas le problème d'aimer aller au resto, c'est le problème de ne bouffer qu'au resto. Je veux dire la difficulté elle est là, c'est qu'à un moment donné on est déséquilibré parce c'est excessif. Je passe toute ma journée sur le téléphone. Alors évidemment que je deviens un jeune abruti, mais si on les ouvre, si on adapte les cours, est-ce que nos écoles sont adaptées à accueillir ces jeunes qui sont peut-être plus évolués à certains moments que leurs professeurs? Qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, c'est tout enfin, je veux dire, il y a une responsabilité partagée. Elle n'est pas celle des uns ou des autres. C'est à nous tous de prendre conscience de ce qu'on a à faire. Et comme Bernadette, alors le QE, j'adore. Le QE, je trouve que c'est super. Et que c'est vrai que c'est la voie du cœur qu'il faut qu'on ouvre. Alors oui, c'est vrai que je suis désolé. Merci Bernadette d'avoir fait. On s'est rendu compte que le QI, ça suffisait pas. Ils ont trouvé le quotient émotionnel, le QE. Ça s'additionne et les deux font quelqu'un intelligent. Quelqu'un intelligent, ça suffit pas qu'il ait de la mémoire, mais il faut qu'il ait des émotions. En ce qui concerne ce que tu as dit, Aline, pour l'école, oui, tu as raison, tu as entièrement raison. Les professeurs enseignent un programme qu'on leur donne. Et le programme, il est comme ça. Et c'est vrai que ce programme-là aussi, c'est pas les professeurs, il faut changer ces programmes. Parce que le programme, il est inadapté, il est plus adapté, justement. Il faudrait retrouver d'autres. Mais comme a dit, je sais plus, un ministre de l'Éducation nationale, c'est comme un mammouth. C'est difficile à faire bouger.
C'est Allègre, Claude Allègre, je crois, qui avait dit ça. Donc, l'éducation nationale, pour la faire. Alors, il y a des méthodes. Ils ont essayé la méthode de lecture machin, mais vraiment une grande réflexion. Moi, je pense qu'il faut une réflexion de fond, vraiment de fond sur les méthodes éducatives aujourd'hui. Comment éveiller justement la curiosité, l'envie de savoir, pas avec des cours comme. Je vois même moi, je suis musicien, les cours de musique, ça. Comme j'étais à l'école, moi, ça n'a pas changé avec des flûtes ça vraiment, on fait tout pour dégoûter de la musique. Et il n'y a pas d'autre moyen comment donner envie, l'amour, de la beauté, des choses belles. Et ça marche pas. Donc, le programme, il faut le changer, oui. Mais c'est essentiel. L'éducation, c'est essentiel. Mais qui va décider de changer le programme? Nous. Toi, Victor? Oui, bien sûr. Tu vas téléphoner à l'Éducation nationale? Il a commencé. Non, mais il y a beaucoup de gens. Moi, je rêve, je suis un rêveur, et je m'autorise à rêver et je m'autorise à penser surtout. Je m'autorise à penser et pas penser peut-être forcément comme les autres, justement. Et je pense qu'il faut s'autoriser. Les écrivains ont souvent fait ça. Hein, les écrivains, oui. Les livres, ça sert à ça justement. Les écrivains, heureusement qu'on les a parce qu'ils pensent pas comme les autres et ça nous éveille. Mais malheureusement, les jeunes ne lisent plus, on ne lit plus. Il y a plus d'intérêt pour la lecture. Et ça, c'est un grand problème. On peut, à cause justement de tous ces nouveaux médias, ces nouveaux. Bon, je dis pas que c'est mal, mais il faut faire attention. S'il n'y a pas la lecture, il faut quand même l'éveil, il faut la curiosité, il faut. C'est ce qu'il nous faut. Il faut. Eh bien, moi, je lance un défi à partir de là. Je lance un défi à tous les artistes et je leur dis de porter haut ce changement, d'en faire comprendre le besoin, la nécessité et de montrer à quel point le théâtre, la peinture, le cinéma, la musique peuvent développer et donner envie de vivre dans la poésie et dans la beauté. Voilà. Les artistes ont toujours été des personnes révolutionnaires, plus que les autres, et je leur lance aujourd'hui un message: portez haut, faites la révolution et faites entendre votre revendication pour la beauté. Oui. Voilà, et l'intelligence. La beauté et l'intelligence. Moi, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que il faut pas voir nos sociétés comme à un temps T, c'est une évolution et somme toute, si on veut faire un bilan, elles évoluent plutôt positivement. Parce qu'au début, il y avait beaucoup plus de violence dans les sociétés humaines, beaucoup plus de morts. Aujourd'hui, on a fait des progrès dans la médecine, on a fait des progrès aussi dans les sociétés. Les gens cohabitent plus, on cherche à faire moins de guerres. Il y a quand même, entre le début des sociétés et aujourd'hui, une forme d'évolution qui est plutôt positive. Alors, elle n'est pas parfaite, elle n'est pas encore idéale, mais quand même, il y a quelque chose de positif. On entend dans les discours ici et là, alors c'est pas appliqué, mais on l'entend. On entend dans les discours politiques qu'il faut plus d'unité, qu'il faut aider les plus faibles, qu'il faut pas penser qu'il faut pas accentuer les inégalités. On entend tous ces discours qui vont dans le bon sens, mais après, voilà, c'est dans sa mise en œuvre. Qui le fait, comment on le fait, tout ça qui devient très compliqué. Pour continuer ce que tu viens de dire, on parlait dans l'introduction justement des grandes organisations qui sont toujours préoccupées de grandes causes. Et on voit bien que les grandes causes comme l'écologie, ça a toujours touché certaines personnes. Alors au début, dans les années 60, c'était genre les hippies, ils étaient un peu considérés comme has-been, genre oh, c'est des drogués, ils savent pas quoi faire de leur vie ou quoi que ce soit, mais c'est pas vrai, c'est une réelle préoccupation. Et on voit bien là, avant le Covid, quand la Greta, elle est apparue, cette adolescente, c'était pas pour inventer une nouvelle chose. Il y avait déjà dans les années 75 un groupe de jeunes qui s'étaient présentés à l'ONU pour présenter un projet pour sauver la planète. Personne, ça intéressait personne. Et puis là, c'est pareil, on en revient à la presse, à l'argent derrière la presse qui défend des objectifs. Et cette jeune Greta, si elle n'avait pas eu un soutien financier énorme, jamais on en aurait entendu parler. Donc là, ils ont mis l'argent pour une bonne cause. C'est vrai qu'après, il y a ces belles paroles. C'est vrai qu'en fait, on s'est aperçu que pour moins polluer, le Covid nous a montré moins de pollution parce qu'il y avait moins de production. Donc, il va falloir repenser, pareil, dans la consommation, la production, surproduction, consommation. Et tout ça dans une perspective de société.
qu'est-ce qui peut contribuer, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour contribuer au bonheur de ses salariés, au bonheur de la société en général et pas de son entreprise uniquement. Et cette contribution, c'est ce dont parle toujours aussi la Kabbale. Pour vivre ensemble, il faut contribuer à ce projet commun et pour faire des gens qui sont passionnés, des gens curieux, intéressés, qui vont pas après essayer de dire ah ben moi je vais voler dans mon entreprise, je vais moins en faire, je vais. Ça va être des gens qui vont vouloir aller travailler avec plaisir, avec un objectif supérieur à l'argent en fin de mois et c'est quelqu'un qui pourra aller aussi se divertir avec plaisir et avec un accès à la culture, un accès à ce qu'il veut, avec des choses intéressantes. Enfin, c'est ce que je comprends le message de la Kabbale, c'est ce que je voudrais. Je te laisse poursuivre, Bernadette. Oui, non, j'ai très peu de choses à dire. Je voulais juste rebondir sur ce que tu dis. C'est une culture, mais pas une culture pour rigoler ou voilà s'éclater et ne pas penser à des choses profondes. Je veux une culture qui forme, une culture qui montre, comme à l'époque, par exemple, quand on allait voir une pièce grecque où il s'agissait de remuer des sentiments extrêmes, le spectateur vivait ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire que en voyant le mal que pouvait faire la haine sur scène, eh bien, il se disait oh attention, il faut pas que je reproduise ça dans ma vie. Voilà, je crois qu'il faut revenir à une haute culture de tout temps à jamais, depuis l'aube de l'humanité. On va dire la culture s'est tournée vers le ciel, on va dire, vers cette présence mystérieuse, quelque chose de puissant, d'invisible qui peut diriger, ouvrir nos cœurs, changer notre façon de vivre, voilà. Et donc il y a eu des gestes, des costumes, des peintures, tout un tas de choses nécessaires et indispensables. Et je pense que par exemple un théâtre, une musique, des danses, un cinéma qui se mettrait au service par exemple d'un enseignement comme la Kabbale, c'est-à-dire qui montre les progrès qu'on peut faire chacun dans son cœur chaque jour pour rejoindre l'autre, pour essayer de faire un monde meilleur. Je pense que cet exemple-là pourrait changer les choses. Oui, je voulais rappeler que aussi ce qui fonde nos sociétés, c'est ces notions de bien et de mal. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'on va considérer tous ensemble comme étant dans le bon sens ou étant dans un mauvais sens pour l'individu, pour la société. Donc, c'est ces notions-là qu'on réinterroge constamment entre nous et dans ce nouveau modèle qui est recherché. C'est intéressant la notion de bien et mal parce que c'est quand même. Alors, je pense que ça a permis, en tout cas, une évolution dans la société. C'est-à-dire que sans cette notion-là, alors certainement principalement introduite par les religions, l'histoire du bien et du mal. Hein. Avant, c'était des fonctionnements de clans ou un peu on était dans la magie, mais les religions sont venues amener cette idée un peu morale. Et on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, c'est un petit peu, alors c'est pas dépassé dans le sens où il y a toujours des choses bien et mal, hein, mais finalement, tout ça, ça fonctionne ensemble. C'est-à-dire que on peut pas juste considérer ça c'est bien et ça c'est pas bien. On se rend bien compte que d'abord tout est détourné, c'est-à-dire que quand même les lois sont quand même faites pour en général être détournées. Donc comment on fait avec ça? Et on se rend compte que on prend pas du tout en compte notre nature, ce qu'on est profondément. C'est-à-dire que c'est pas une question qu'on soit bien ou mal. On peut être très bien dans un contexte et pas du tout dans un autre. Je veux dire, tuer quelqu'un quand c'est une guerre, c'est accepté et toléré par les sociétés. Et puis alors par contre, tuer quand on est soi-disant une paix ou qu'on vient vous voler chez vous, et d'un seul coup ça devient très mal. Donc ça demanderait réflexion. Mais je voulais aussi revenir sur une chose que disait Bernadette qui me semble très importante, c'est le facteur temps. On est beaucoup pris là-dedans. On a l'impression qu'aujourd'hui on vit dans l'immédiateté, c'est-à-dire que l'information elle vient tout de suite. On peut vous redonner même une contre-information dans l'instant d'après. Et ça c'est très compliqué pour nous de passer, parce que je pense qu'il faut accepter ce travail sur soi, parce que quand tu dis oui, on n'est pas là pour rigoler, en même temps, on va pas reprocher aux gens d'avoir envie de s'amuser, de s'éclater, hein, quand même, voilà, d'aller au resto et voilà. Mais c'est comment ils arrivent à composer ça tout en ayant une certaine profondeur et en travaillant sur eux dans le temps. Mais c'est toute une histoire de vie et c'est pas que de notre vie, c'est de ceux d'avant, d'après et ceux d'ailleurs. C'est comment on s'inscrit dans ce tout pour pouvoir fonctionner ensemble.
et ne pas vouloir que pour moi tout de suite. On a l'impression que tout s'arrête et c'est un gros travail parce que c'est tellement véhiculé par les médias, cette immédiateté. Ça demande un grand travail de changer le repère du temps. Je sais pas très bien comment vous le... Si. Mais encore une Changer fois, de logiciel, ouais. c'est l'histoire de l'éducation. Si on fait comprendre qu'on est tous un rouage d'une machine qui doit fonctionner, qui doivent se connecter, s'interconnecter pour faire marcher l'ensemble de la machine, c'est-à-dire l'ensemble non seulement d'un pays, d'une société, mais de la planète entière, il faut faire prendre conscience de ça aux gens. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu disais, 3 secondes, il y a une définition que j'ai apprise en Kabbale et que j'aime beaucoup, c'est que le mal, c'est le bien qui est en train de grandir. Voilà. C'est le début du bien, mais il est en train de progresser, de grandir et de mûrir. Voilà. Par rapport au théâtre, justement, quand je veux voir une pièce de théâtre qui parle du mal, de la souffrance, et que ça, je sors de cette pièce-là, je suis tout remué, ça a éveillé mon esprit, mais ça éveille l'esprit et les émotions. Mais on s'élève pendant la pièce. À la fin de la pièce, on redescend. Et justement, la Kabbale, elle dit qu'il faut qu'on s'élève. On peut pas, en restant à notre niveau, qu'on dit humain, mais si on regarde vraiment, on n'est pas des hommes. On n'est pas des hommes, on est des animaux, parce que le bien et le mal, c'est pour les animaux. Pour les humains, c'est le vrai et le faux. La vérité, on cherche la vérité. Bien et mal, c'est les animaux. Mais on n'est pas des hommes. On s'entretue entre nous. Quand on voit à la guerre quelqu'un qui tue une autre personne, en vérité, c'est 2 personnes qui s'entretuent. Ils se haïssent pas. Ils se connaissent même pas. Ils viennent pour s'entretuer parce que on les a envoyés s'entretuer. C'est ça, des hommes qui s'entretuent comme ça, sans se connaître. Tout ça parce qu'on leur a dit, tu vas le tuer. C'est ton ennemi. Mais je le connais même pas. Je le connais même pas, il me connaît même pas. Après la guerre, on va chacun retourner chez nous avec nos femmes et nos enfants. Et on me demande de le tuer. On peut dire qu'on est des hommes. Non. La Kabbale, elle dit qu'il faut s'élever de ce degré qu'on croit qu'on est des hommes à des vrais hommes. Et pas pour s'entretuer les uns les autres, mais pour s'aimer les uns les autres. Mais il faut comprendre que pour s'aimer les uns les autres, faut-il le pouvoir. Et on n'a pas été créé pour s'aimer les uns les autres, on a été créé pour s'aimer soi-même. Mais c'est important. La Kabbale explique comment passer de s'aimer soi-même à aimer les autres. Alors, pour conclure, merci. Donc, je rappelle, vous pourrez laisser vos commentaires en bas, en dessous, par rapport à ce podcast, si vous avez des questions. Et puis après le défi de Bernadette, peut-être nous avons des artistes qui vont répondre à cet appel. Je remercie donc Victor, Mel, Aline et Bernadette pour leur présence. Et nous vous souhaitons une bonne journée. Et, on se retrouve pour un prochain podcast. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous.